Chers compatriotes, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez et selon l'heure à laquelle vous allez nous recevoir. Alors, ce soir, sur notre TV du peuple RD Congo, nous allons un peu nous poser une question sur les échanges violents entre Elon Musk et Donald Trump. Quel impact pour la RDC? Nous savons très bien que les démarches vers la signature du deal États-Unis-RDC sont déjà très avancées et la date approche. On ne peut pas dire que cela puisse empêcher la signature. Ça, c'est déjà acquis. Mais les deux personnalités ont tellement échangé même des injures, chers compatriotes, et des menaces. Est-ce qu'ils vont se réconcilier? Elon Musk, c'est le plus riche, paraît-il, sur toute la planète. Et il domine dans le domaine de la fabrication des voitures électriques, même si la Chine semble bientôt le détrôner. Oui, on voit les publications des Chinois là-dessus. Ils ont fabriqué des voitures semblables, enfin, qui ont une équivalence à des voitures fabriquées par Tesla. Et les Chinois proposent ces voitures-là à 4 fois moins cher. Oui. J'ai vu une voiture proposée à 10 000 dollars ou 10 000 euros, alors que la voiture correspondante de Tesla valait 40 000 dollars, mes chers compatriotes. Eh bien, cela ne l'empêche pas d'être le plus riche des États-Unis. Bon, il a déjà marqué sa présence en RDC. Bon. Il paraît que Starlink a déjà commencé le démarche de s'installer en RDC. Et puis, Elon Musk compte aussi exploiter le lithium congolais de Manono ou d'ailleurs, si on en trouve. Et puis, il y a aussi le cobalt et tous ces minéraux stratégiques qui servent à fabriquer des batteries électriques. Mais maintenant que Donald Trump compte punir Elon Musk, comment ça va évoluer en RDC? Y aura-t-il un impact positif ou négatif? Après tout, le plus puissant, c'est le président Donald Trump, qui est l'homme le plus fort du monde. Tout dépendra de sa décision. Et le perdant dans cette affaire, dans cette querelle, c'est Elon Musk. Pour preuve, il a déjà perdu le premier jour de la querelle publique 100 milliards, imaginez, 100 milliards en une soirée à la bourse aux États-Unis. Est-ce que ça va impacter la manière d'exploiter nos minéraux en RDC? Mais il faut se dire qu'aux États-Unis, il n'y a pas que Elon Musk qui peut venir exploiter les minéraux de chez nous. Il y a plusieurs compagnies américaines.
Voilà, chers compatriotes, pour ceux qui le veulent, vous pouvez m'envoyer votre point de vue. Envoyez-moi des textos sur le numéro WhatsApp que vous voyez là. Comme ça, nous partageons avec les autres compatriotes qui viennent sur la chaîne. Mais, à mon avis, je pense que ça ne va pas empêcher le deal. Le deal, ça, c'est déjà acquis. Mais par contre, ça peut risquer d'empêcher, de réduire les possibilités d'Elon Musk de venir en RDC. Est-ce que le président Donald Trump peut l'en empêcher? Est-ce qu'il peut venir individuellement en RDC? Comment ça va se passer? Après tout, il vit aux États-Unis. Et maintenant que Donald Trump le menace de l'emprisonner ou de le refouler vers l'Afrique du Sud, parce qu'il indexe aussi comme un immigré. Elon Musk, lui, ne s'était pas. Il lui dit aussi que lui aussi, il est descendant d'immigrés allemands. Après tout, ils sont tous des immigrés. Ils ont massacré les Indiens, les autochtones. Ils sont dilués dans la population américaine. Mais en Amérique, on voit la race blanche, la race noire, les Amérindiens, on ne les voit pas aux États-Unis. Ils sont là, mais ils sont dilués dans la population. Eh bien, ça, c'est de l'histoire ancienne. Eh bien, j'ai prévu une vidéo là-dessus que je vous propose de regarder, que c'est une analyse d'une chaîne européenne sur cette querelle entre Elon Musk et Donald Trump. Écoutez aussi ce qu'ils en disent et nous allons tous cogiter là-dessus et nous retrouver dans une des émissions suivantes pour voir quelles ont été vos réactions là-dessus. Est-ce que ça va impacter le deal? Est-ce que ça va impacter positivement ou négativement? Voilà, vous nous ferez part de cela, mais moi je pense que ça ne va pas annuler le deal ou reporter la signature. Ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est des Américains, ils vont s'arranger entre eux. Et puis, c'est des gens qui tournent facilement kazakh. Elon Musk, il fut démocrate, aujourd'hui il est républicain. Et nous avons vu Donald Trump prendre des décisions sur les droits des douanes et quelques jours après revenir là-dessus, réduire. Et bon, peut-être qu'ils peuvent se réconcilier aussi, pour le bien de tous. Eh bien, regardez. L'info du jour nous conduit donc aujourd'hui dans les coulisses de la Maison-Blanche où l'on imagine ce matin l'ambiance après ce dernier tweet retentissant. On va le voir de nouveau. Elon Musk a donc mené la charge contre l'un des projets les plus chers à Donald Trump. J'ai nommé le méga projet de loi budgétaire. Ce texte qualifié d'abomination répugnante par celui qui dirigeait pourtant il y a encore une semaine le DOGE, le département de l'efficacité gouvernementale. L'employé spécial du gouvernement, comme il se plaisait à se présenter, a visiblement pris du recul et plus vite que l'on ne s'y attendait. Libéré de ses fonctions, le voilà donc qu'il prend la parole et qu'il met fin dans le même temps à cette lune de miel. La bromance est-elle officiellement terminée? On va se poser la question aujourd'hui avec vous, Hélène Kuntz. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur à l'INSEC Paris, auteur de Portrait de vie, l'incroyable histoire de Kamala Harris. Alors, on parle beaucoup de ce tweet aujourd'hui, ça pourrait être qu'une anecdote, mais en même temps, ça fait des semaines, des mois qu'on
scrute de près, avec beaucoup d'attention, ce qui se passe entre ces deux hommes. On a beaucoup commenté la bromance jusque-là, et on voit qu'à peine retiré de ce gouvernement, Musk n'hésite pas à s'en prendre à l'un des projets les plus chers de Trump aujourd'hui. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que dans une première, il n'avait peut-être rien à faire là. D'abord, c'est-à-dire ce statut qu'il avait d'employé spécial, c'est parce que de une, il était élu par personne, il n'était pas du tout ni fonctionnaire ni haut fonctionnaire, et il n'avait aucune chance d'être confirmé par le Congrès. Donc, vous voyez, l'administration Trump a dû se rabattre sur être envoyé spécial afin de pouvoir lui donner ce département. De deux, ce département n'était pas réellement un département, ça n'existait jamais d'autre. C'est un poste créé de toutes pièces. Oui, et on peut mettre le mot département devant, mais en aucun cas, il y avait une légitimité réelle. Vous voyez, c'est là où on était toujours aux portes d'une crise constitutionnelle, parce que, figurez-vous, il y avait un département pour qui c'était la responsabilité de faire la chasse des dépenses inutiles. Donc, et peut-être le pire de tout ça, c'est que le nom Doge faisait référence à un Dogecoin, qui est une espèce de crypto-monnaie qui est chère à Elon Musk à des fins personnelles. Donc, vous savez, avant que le président Biden ne quitte ses fonctions, il a mis en garde contre la montée d'une oligarchie. Donc, quelque part, on est dans un terrible âge d'or d'une oligarchie à l'américaine. Et si ça ne marche pas très bien ou si ça finit mal, j'ai envie de dire... c'est vraiment tant pis. Est-ce que ça finit vraiment mal? C'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui. On va peut-être revoir tout de suite en images et résumer les faits. Cette dernière séquence, il y a eu le retrait du Doge il y a quelques jours, et donc ce tweet hier soir d'Elon Musk. Explication, et puis on en reparle juste après. Est-ce la fin de la bonne entente entre Donald Trump et Elon Musk? Sur son réseau social X, le milliardaire n'a pas hésité à tacler le méga-projet de loi budgétaire du président américain dans des termes sans équivoque. Je suis désolé, mais je n'en peux plus. Ce projet de loi de dépenses du Congrès, massif, scandaleux et bourré de cochonneries, est une abomination dégoûtante. Honte à ceux qui ont voté en sa faveur. Vous savez que vous avez mal agi. Vous le savez. Cela augmentera massivement le déficit budgétaire, déjà gigantesque, pour le porter à 2500 milliards de dollars, et fera peser sur les citoyens américains une dette insoutenable. Une attaque virulente qui pourrait signer la fin de l'amitié entre le milliardaire et le président. Interrogé sur cette sortie d'Elon Musk, la porte-parole de la Maison-Blanche botte en touche. Le président connaît déjà la position d'Elon Musk sur ce projet de loi. Cela ne change pas l'opinion du président. C'est un grand et beau projet de loi et il s'y tient. Quelques jours auparavant, les deux hommes disaient se quitter en bons termes après la fin de la mission d'Elon Musk à la tête du Doge, le département de l'efficacité gouvernementale, supprimant des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires et coupant à l'aveugle de nombreux budgets d'agences gouvernementales. Et incapable de tenir sa promesse de réduire de 1000 milliards de dollars la dépense américaine, l'homme le plus riche de l'histoire n'aurait en réalité réussi à économiser qu'entre 2 et 12 milliards de dollars selon les sources. Son départ de la politique n'est sans doute pas celui qu'il avait imaginé. Alors, on va évidemment parler du bilan d'Elon Musk à la tête du Doge, mais avant cela, on voit que la Maison-Blanche botte en tige et dit Trump connaît la vie d'Elon Musk et laisse entendre au passage qu'il n'en a absolument rien à faire. On a dit, quand il a quitté ses fonctions, qu'il se quittait en bons termes. Qu'est-ce qu'on sait de leur relation, là, aujourd'hui? Alors, je pense qu'ils sont tenus l'un à l'autre, quel que soit leur point de vue personnel. Si vous voulez, je pense que le plus grand perdant, clairement, c'est Elon Musk, car la valeur de son entreprise phare Tesla a pris à peu près moins 60%, mais c'était aussi à cause de son propre comportement. Donc, en tant que patron de Tesla, il n'a pas du tout réussi la mission de Doge. Et il a fait des choses qui étaient très contestées, très contestables par le peuple américain. Vous savez, c'est un ancien homme plus riche du monde, Bill Gates, qui a critiqué donc ce nouveau homme plus riche du monde pour dire que c'est terrible de voir l'homme le plus riche du monde abandonner les plus
appauvri du monde. Quand il a fait des coupes budgétaires dans USAID ou d'autres agences gouvernementales, c'était vraiment viser les plus fragiles pour faire à peine des économies. Et il n'avait aucun retour sur sa propre personne ou ses propres entreprises parce qu'il fallait peut-être tailler dans les dizaines de contrats fédéraux qu'il a Elon Musk et ses entreprises. Vous voyez, c'est pas que Tesla, c'est SpaceX, c'est Starlink. Donc, le bilan pour Musk est assez terrible. Et donc, je pense que, vous savez, c'était plutôt courtois, là, ce qu'on a vu dans le bureau ovale, mais je pense que ça revenait à ce que Donald Trump sait faire. Hein? You're fired. He was fired. You're fired. C'est carrément un renvoi pour vous. En même temps, on savait qu'il ne pouvait pas aller au-delà des fameux 130 jours de mandat parce que sinon, il aurait dû soumettre les chiffres, ces bilans comptables de toutes ces sociétés, parce qu'on a beaucoup parlé au départ, quand on l'a vu arriver au sein de ce gouvernement, des conflits d'intérêts. Alors, ce qui est terrible là, ce qu'on voit avec cette oligarchie qui s'installe et qui prend la main, c'est pour ça les propos de M. Musk sur le budget, je ne sais pas s'il est crédible, lui-même, il sera un très grand bénéficiaire. Donc, l'absence de transparence, il n'a pas su s'appliquer à lui-même les règles qu'on impose pour tout agent, tout employé fédéral et encore plus des personnes qui dirigent des départements, vous voyez. Donc tout ça était en dehors des circuits du Congrès. J'ai très peu de sympathie pour M. Musk, là. C'est un peu tant pis pour lui. Mais vous savez, hein, je pense qu'il est important pour les téléspectateurs de s'en souvenir que les milliardaires, un milliardaire est 1000 fois plus riche qu'un millionnaire. Souvent, on les met dans le même sac, hein? Mais le poids d'un milliardaire... C'est vrai que ça reste très abstrait, mais oui, la force de frappe n'est pas la même, effectivement. Hein. Oui, et c'est important parce que, vous voyez, depuis l'élection de novembre, Elon Musk s'est mêlé de 2 élections locales, notamment un dans le Michigan pour un siège au Cour suprême, et malgré ces millions qu'il a pu mettre sur cette élection, il a plutôt fait élire le concurrent démocrate, vous voyez. Donc, ça prouve quand même qu'encore à nos jours, heureusement, on ne peut pas à ce point acheter des élections aux États-Unis. C'était quoi son intérêt à Elon Musk d'entrer en campagne comme ça pour Donald Trump? On va résumer en images tout de suite cette relation qui a dans un premier temps quand même étonné, surpris ce jour qu'on a tous en mémoire, où il arrive sur scène, il se met à sautiller comme un enfant en côté de Donald Trump, et puis la suite on la connaît aussi, ce sera des semaines de campagne, et il va même jusqu'à lancer une propre loterie personnelle pour motiver les Américains à voter Trump le jour J. Depuis, on l'avait beaucoup aperçu dans le bureau ovale avec son fils, parfois sur ses épaules, casquette vissée sur la tête. On vous résume cette relation si étonnante entre Trump et Musk et on débriefe juste après. Regardez. Vendredi dernier, dans le bureau ovale, Donald Trump convoque la presse pour offrir un cadeau de départ à Elon Musk, une clé en or de la Maison-Blanche. Mais les deux hommes l'assurent, ce n'est qu'un au revoir. Je pense continuer à donner des conseils chaque fois que le président en aura besoin. J'espère bien. Car depuis la réélection de Donald Trump, l'homme le plus riche du monde, souvent accompagné de l'un de ses 14 enfants, est devenu un invité régulier du cœur du pouvoir américain. Alors que les ventes de voitures Tesla s'effondrent à travers le monde, Donald Trump se transforme en commercial de l'entreprise de son ami dans les jardins de la résidence présidentielle. Qui d'autre que ce type aurait pu concevoir ça? Tout le monde est impressionné sur la route. Une histoire d'amitié fusionnelle qui démarre en juillet dernier. Après la tentative d'assassinat sur Donald Trump, Elon Musk se jette dans l'arène politique. Il sillonne le pays, participe à des meetings et investit 300 millions de dollars dans la campagne républicaine. Une relation gagnant-gagnant. Le patron de SpaceX compte alors sur la future administration Trump pour alléger les réglementations sur les lancements de ses fusées Starship. Le milliardaire de la tech est l'un des premiers à être remercié dans le discours de victoire du président élu. Nous avons une nouvelle star, une star aînée, Elon. Une star que le 47e président des États-Unis nomme à la tête du département de l'efficacité gouvernementale, une fonction et un organisme créé sur mesure, un poste qu'il quittera après 4 mois seulement. Malgré des divergences de points de vue, notamment sur les droits de douane ou la main-d'œuvre étrangère, les deux hommes avaient réussi jusque-là à garder une image de duo inséparable. Voilà, il y a eu un vrai travail pour
peaufiner cette relation aux yeux du monde et aux yeux des Américains. On les a vus aller sur CNN ensemble et argumenter sur le fait qu'ils s'entendaient encore, eux qui ont des égos si forts l'un et l'autre. Votre avis à vous, en tant qu'Américaine, en tant que spécialiste, qui avait le plus à gagner dans cette relation et qui avait le plus à perdre? On a parlé des pertes colossales au sein de Tesla pour Elon Musk. Trump, il n'a pas à perdre aussi aujourd'hui en prenant sa distance comme ça avec le milliardaire? Je pense que Donald Trump ne risque rien là vis-à-vis de Elon Musk parce qu'il a un vice-président. Il est peut-être un peu à l'ombre, c'est J.D. Vance. Donc, si vous voulez, le peuple américain les a élus ensemble. Je peux comprendre aussi que, vous savez, il y avait une époque où Elon Musk est très inspirant. Tout de même, quand on lui traite de génie, il a su faire des choses que personne d'autre a su faire. Et moi, j'ai encore l'image dans la tête d'un jeune Elon Musk aux côtés d'un très jeune Barack Obama pour lui convaincre sur... L'homme a changé depuis. Oui. Donc, vous voyez, et c'est pas vraiment une histoire de conviction, là. C'est plus... votre reportage a été fusionnel, peut-être, mais surtout transactionnel. Donc, si vous voulez, Elon Musk a zéro pouvoir au gouvernement et il ne peut rien faire et il n'est pas redevable. Donc, si vous voulez, c'est juste un monsieur qui parle sur son réseau social, tout comme parfois c'est le président qui parle sur son autre réseau social. Ils ont chacun leur réseau social. Vous parlez de relations transactionnelles, mais il y a aussi une idéologie qui est partagée entre les deux hommes. C'est pas ça qui touchait du doigt en entrant au sein de cette équipe, Musk? Sans doute beaucoup, et je ne suis pas sûre si les gens savent que Elon Musk n'étant pas américain. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qui est assez terrible dans son histoire. Il fait des tacles sur des choses qui fait Trump là. Mais ce sont des choses dont il a bénéficié lui-même. Lui-même, il était étudiant étranger en venant de Afrique du Sud et a su bénéficier d'un visa étudiant, n'est-ce pas? Il a su bénéficier de le droit de travail sur le sol américain en étant étranger lui-même. Après, il a pris la nationalité américaine. Je me doute qu'il était peut-être un peu mêlé avec le repatriement, ou c'est pas le juste terme, l'invitation de l'administration Trump de ses compatriotes sud-américains, blancs en particulier, parce qu'on racialise tout aux États-Unis, donc je suis obligée de le dire comme ça. Donc, vous voyez, il y avait effectivement un virage idéologique terrible, mais qui n'était pas à ce point suivi par le plus grand, les électeurs aux États-Unis. Les MAGA, sans doute pas mal, les partisans de Trump, Make America Great Again, mais la plupart d'Américains sont aujourd'hui déçus, dégoûtés et très étonnés face à ce Elon Musk qui a viré. Ils sont soulagés de l'avoir vu comme ça quitter le Dodge, Elon Musk. On a longtemps dit quand même aux manettes, on a beaucoup dit que Trump était une marionnette et que c'était lui qui prenait les décisions. Alors, il prenait des décisions sans doute sur le Doge, mais ça a très vite tourné au vinaigre parce qu'il est entré dans les agences avec des équipes qui n'ont pas été, les CV n'ont pas été vus. On parle des jeunes hommes de 19-20 ans, on ne sait pas qui c'était, qui avait la main tout de même sur les bases de données gouvernementales. Et puis, il y avait beaucoup de chefs d'agence qui sont partis en protestation, même des républicains. Ce n'était plus une histoire de républicains et démocrates. Les démocrates, ils avaient perdu. Mais même au sein des républicains, vous voyez, il a fait en sorte que des chefs des agences sont partis. Et il a fait entrer ses équipes. Et dans ce qui se passe depuis 3 mois, c'est qu'il y a une avalanche de procès contre Doge et tous les jours, vous avez des fonctionnaires de tout niveau qui gagnent des procès contre Doge. Donc, racontez-nous cette autre réalité qui est la réalité aujourd'hui aux États-Unis. Depuis que Trump est revenu à la Maison-Blanche, il y a eu ces coupes massives à coups de tronçonneuse. C'était Musk lui-même qui avait pris le symbole de la tronçonneuse, des licenciements par dizaines de milliers. Ils en sont où, les Américains, aujourd'hui, les fonctionnaires qui ont perdu leur emploi? Vous parlez de ces procès. Ça prend du temps, un procès. Ça prend du temps, et ils sont en difficulté, mais vous savez, on a quand même, tout comme ici en France, un gouvernement avec 3 piliers, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc,
on n'entend pas le Congrès, parce que le Congrès, à 2 ou 3 voix près, sont de mèche avec Donald Trump, et on ne les entendra pas. Parce que vous savez, ils ont aussi des velléités pas juste de oligarchie, mais de changer notre système gouvernemental, et donc ils refusent de jouer leur rôle. Ils auraient pu, par exemple, intervenir pour tout ce qui est les douanes tarifaires et tout ça, mais ils se taisent parce qu'ils aiment l'idée d'une figure autoritaire. Mais le judiciaire, c'est État par État, ce sont des centaines de juges et beaucoup de juges du côté républicain. Parce que dans la première administration Trump, il a nommé beaucoup de juges. Et ces juges-là tranchent pour la Constitution et la légalité des contrats des fonctionnaires. Ils ont une chance de remporter ces procès, tous ces fonctionnaires aujourd'hui. Tous les jours, ils remportent des procès. Tous les jours. Il y a une agence qui s'appelle Peace Agency et ils ont réussi. Mais vous voyez, ils ont quand même mis 3 mois. Ils étaient complètement dévalisés, vidés. Tout a été coupé au mois de janvier. Là, tout est restauré. Enfin, en tout cas, ils ont restitué les clés, si vous voulez, de leur département. Mais tout est en vrac et il faut tout recommencer à zéro. Est-ce que vous diriez qu'il a semé quand même le chaos et la zizanie Musk pendant ses 130 jours de mandat? C'est terrible. Le bilan est terrible pour Musk. Et il faut vraiment s'interroger pourquoi il était à ce point motivé d'aller à la coupe pour des choses où soit les gens étaient dans le plus grand besoin, soit les gens avaient cotisé. Vous savez, tout ce qui est sécurité sociale et Medicare, Medicaid, c'est pas, vous savez, les républicains, c'est malheureux. Ils tournent ça comme étant des gestes, une injustice pour le collectif. Alors que ce sont des gens qui payent. Chaque fiche de paie, il y a un peu d'argent qui sort pour les couvrir en cas de réel besoin, sécurité sociale, Medicare, Medicaid. Et les plus grands bénéficiaires de Medicaid, ce sont quand même des profils MAGA. Vous voyez, dans les États du Sud, avec des jobs fragiles. Et il y a une compensation entre États. Donc, je ne suis pas neutre. Moi, je suis de la Californie et de New York. Nous, on subventionne ces États-là, vous voyez, avec nos surplus. Donc, je pense que plus à plus, les gens, vous savez, on a eu une crise de civisme aux États-Unis. Et quelque part, vous parlez au passé, vous dites on a eu, vous avez l'impression que la page elle est tournée aujourd'hui? Oui, mais c'est tourné, mais c'est trop tard. C'est-à-dire, justement, parce que vu d'ici, on a le sentiment qu'il va falloir des années pour revenir là où vous en étiez avant l'arrivée de Trump je pense et Musk. Les États-Unis deviennent, comment dire, un petit pays. Ce n'est plus un leader mondial en rien du tout. On a délapidé tout le soft power qui a été bâti pendant des décennies. Donc, je sais que ces milliardaires, effectivement, ils sont dans leur idéologie qui n'arrivent pas à partager, vous voyez. C'est pas qu'ils sont pas à ce point suivis. Donc, c'est vraiment pour eux, mais ils sont trop peu nombreux pour que ça marche à long terme ou à l'échelle mondiale. Mais ils font énormément de dégâts au moment que l'on parle. Alors, vous venez de le rappeler, vous n'êtes pas n'importe quelle américaine de Californie. Alors, on comprend le positionnement, mais on comprend le positionnement que vous avez aujourd'hui vis-à-vis de cette administration Trump et vis-à-vis des questions qui entourent Elon Musk. Comment est-ce que les Américains, j'imagine que vous êtes en contact avec la société américaine, comment est-ce qu'ils analysent ça aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont déjà du recul? Même ceux qui ont voté pour Trump en novembre dernier, est-ce que il y a un début de regret? Je pense qu'il y a, parmi ceux qui ont voté pour Trump, alors, on oublie, Kamala Harris a eu 73 millions de votes. Et Donald Trump a eu 77 millions de votes. Mais il y a 80 millions de personnes qui n'ont pas jugé bon de voter de tout, au vu des enjeux. C'est pour ça que je dis qu'il y a une crise de civisme. Donc, je pense que la politique est devenue à ce point toxique, compliqué. Il y a trop de choses. Vous voyez, ça, c'est aussi une marque de ces systèmes autoritaires. Trop de choses à suivre. Trop de news en permanence, donc ça devient impossible à suivre, que les gens s'éloignent de la politique. Et c'est dommage et c'est terrible parce que c'est là où on a besoin des gens qui s'engagent sur le terrain. Et les jeunes, surtout, il y avait beaucoup d'interrogations vis-à-vis de la jeunesse américaine pendant cette élection, des jeunes qu'on voit encore aujourd'hui essayer de s'engager pour des causes comme la cause palestinienne sur les campus universitaires. Ça reste quand même de plus en plus difficile aujourd'hui de faire entendre sa voix. On voit la réponse qu'il y a en face, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que on peut se sentir visé par, que ce soit le président lui-même, parfois il prend des gens
ad hominem. Donc, ça peut être très dangereux pour eux. Il y a aussi toutes ces agences gouvernementales qui, comment dire, vous savez, ils n'ont pas à cœur de suivre les lois telles qu'elles ont été pratiquées avant. Et ils veulent faire des choses très expéditives. Et donc, évidemment, les gens, ils ont effectivement peur d'être peut-être pris dans la rue. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est la réalité. Je prenais à titre d'exemple et volontairement ces jeunes militants de la cause palestinienne qui s'étaient engagés sur les campus ces derniers mois. Certains ont été expulsés du pays, certains ont été envoyés derrière les barreaux. Est-ce qu'il y a cette crainte? On entend ici des Américains en France exprimer une forme d'inquiétude vis-à-vis de prise de position qui pourrait être problématique vis-à-vis de l'administration américaine. On a vu aussi des chercheurs français, certains qui ne veulent plus venir sur nos plateaux télé aujourd'hui pour critiquer l'administration Trump. Ça, c'est une réalité, c'est la nouvelle réalité. C'est une réalité. Et c'est tout à fait entendable. Je veux dire, le bascule était rapide, très rapide. Et si on a une concentration de pouvoir sans le respect de nos textes, sans le respect de nos institutions, avec une fragilité pour tout ce qui est les corps intermédiaires et la société civile, on va effectivement vers une rapide descente vers une autocratie. C'est pas une lente descente, c'est rapide là. Je ne suis pas sûre que d'ici à 6 mois ou 1 an, si j'ai la chance d'être encore sur votre plateau, qu'on ait en face le même gouvernement américain. Justement, c'est la dernière question que je voulais vous poser. Sans Musk dans les pattes, si on peut parler ainsi, parce qu'il avait quand même tendance à s'imposer beaucoup lors de conférences de presse. C'est lui qui prenait la parole sur des sujets quand même nationaux. Qu'il ne maîtrise pas du tout. Hein. Qu'il ne maîtrise pas. On a parlé de son incompétence il y a quelques instants. Est-ce que ça risque d'être mieux ou pire? Je pense que ça sera pareil parce que derrière Musk, il y avait une armée de petits Musk ou de personnes qui étaient dans le même état d'esprit, dans la même façon de faire. Vous savez, maîtriser les dossiers, ça les importe peu. Tout à l'heure, quand vous avez lu les différents posts sociaux de Musk, pardonnez-moi, mais c'est pas du tout à la hauteur de quelqu'un qui représente un gouvernement, qui est un peu... Et en même temps, le président lui-même fait la même chose. Trump est coutumier aussi de mais on a beaucoup perdu avec la courtoisie qui s'impose. Vous savez, ils ont ces postes-là où il y a une exigence d'être exemplaire et ils n'ont plus à cœur d'être, au moins de tenter d'être exemplaire. C'est dommage.